Bonjour et bienvenue à ce webinaire dédié au monde de l'industrie de l'eau et à ses enjeux face à la menace cyber, où nous allons voir comment, au travers de 6 points clés, on peut sécuriser, ou du moins élever le niveau de sécurité d'une infrastructure opérationnelle dans le monde de l'industrie de l'eau. Je m'appelle Stéphane Prévost, je suis Product Marketing Manager chez StormShield. Et je vous invite de découper cette session en 3 parties. On reviendra très rapidement en guise d'introduction sur le livre blanc qu'on a sorti récemment sur les enjeux du monde de l'eau face aux attaques cyber. Ensuite, on s'attaquera aux points essentiels, hein, et à 6 points clés, ces 6 points clés pour élever le niveau de sécurité, le niveau de protection d'une infrastructure dans l'industrie de l'eau. Et puis enfin, je partagerai rapidement les solutions StormShield et les avancées en la matière, ce qu'on peut vous proposer pour maintenant et le futur pour protéger vos infrastructures opérationnelles, les infrastructures dans l'industrie de l'eau. Donc pour commencer, revenons donc sur ces enjeux, hein, où l'eau, quand on prend le nombre de jours de l'espérance de vie d'un être humain sans eau, qui est 3 jours, on comprend tout de suite l'importance vitale de cette ressource, et donc si elle représente pour les populations, et au travers donc de ces 3 petits, on va revenir sur ces enjeux au travers de ces 3 axes, hein, sur la santé, la pollution et la géopolitique. Ce qu'on peut noter, ce qu'on a noté dans ce livre blanc qu'on a sorti, donc c'est que tout d'abord, les acteurs du secteur de l'eau, on peut les caractériser en 2 catégories, hein, les collectivités locales et les entreprises privées qui agissent en tant que délégataires du service public. Et elles ont la responsabilité de préserver cette ressource envers la population, mais également envers l'environnement. Donc là, je vous apprends rien, vous êtes plus calé que moi dans le domaine. En tout cas, ils doivent assurer d'un côté la continuité de la production et de la distribution de l'eau potable pour que les personnes puissent avoir accès à l'eau de manière sécurisée au niveau santé publique. Et puis d'un autre côté, ils doivent traiter également les eaux usées pour limiter l'impact au niveau de l'environnement et du milieu naturel, notamment du milieu naturel, là où sont pompées les eaux potables. Alors, cet enjeu, je reviendrai sur la géopolitique un petit peu plus tard avec un exemple concret qui parlera à tout le monde. Mais au niveau de cette santé publique et cette pollution, du moins cette importance vitale sur le monde de l'eau, enfin sur l'industrie de l'eau, en France, c'est un secteur qui est jugé sensible par l'ANSSI, puisque avec la sortie de la loi de programmation militaire, il y a des opérateurs qui ont été désignés, enfin des prestataires qui ont été désignés comme étant opérateurs d'importance vitale. Avec la directive Nice, il y a également des opérateurs qui ont été déclarés comme étant opérateurs de services essentiels. Donc ça montre toute l'importance qu'apportent ces organismes au monde de l'eau et l'importance qu'elle représente vis-à-vis de la menace cyber, puisqu'en fait, ces systèmes opérationnels, ils évoluent, et notamment avec la numérisation du secteur, hein, et l'arrivée de nouvelles technologies comme les objets connectés. Ils se retrouvent de plus en plus connectés. On retrouve des usines qui sont connectées sur Internet. On va retrouver des solutions de supervision industrielle qui sont déployées dans le cloud, pardon. Et donc, cette convergence IT-OT, elle augmente la surface d'attaque du système, ce qui est favorable aux cyberattaquants. Et pour illustrer ça, je vous inviterai à parcourir notre livre, enfin notre contenu qu'on a publié au mois d'août dernier, hein, sur 20 ans de cyberattaques contre le monde de l'eau. Donc, on voit que c'est pas récent, hein. L'article commence. Alors, il liste, je crois, une dizaine d'attaques. On commence en l'an 2000 à Marochi, en Australie, où une cyberattaque a conduit une station d'épuration à déverser 800 mètres cubes d'eau usée dans les rivières et les parcs environnants. Et puis, on termine cet article donc sur les 20 années
avec l'attaque qui a eu lieu en Floride, à Oldsmar cette année, qui était cette attaque médiatique, où un cybercriminel a pu prendre possession d'un TeamViewer, donc peu sécurisé, accessible comme ça par Internet. Il a pu modifier la concentration d'hydroxyde de sodium. Alors, effectivement, les taux de concentration étaient tellement aberrants que l'attaque a été visible tout de suite par les opérateurs, mais ça montre néanmoins cette fragilité du secteur en termes vis-à- -vis des menaces cyber. Et cette fragilité, elle est liée essentiellement à l'investissement. En effet, ces infrastructures, elles sont souvent gérées par des petites structures qui génèrent peu de marge. Et donc, l'amortissement d'outils industriels est plus long. Et donc, ils sont encore équipés d'automates d'ancienne génération qui présentent des vulnérabilités. Et d'ailleurs, dans notre livre blanc, on a un chiffre assez explicite sur le sujet où plus de 3 vulnérabilités sur 5 dans le système d'information industrielle peuvent conduire à l'indisponibilité totale de l'outil de production. Et dans 72% d'entre elles, ces vulnérabilités peuvent être exploitées à distance. Donc, ça montre toute la fragilité du système. Et cette fragilité est encore accentuée par justement l'investissement matériel en cyber sur des infrastructures où le moindre investissement peut avoir un impact sur le prix de l'eau, où notamment en France, on souhaite préserver un coût relativement bas pour permettre à tout le monde d'accéder facilement à l'eau potable. Donc tout ça, ça a une incidence non négligeable du monde de l'industrie face aux menaces cyber. Pour revenir sur la géopolitique, j'en ai parlé tout à l'heure, je voulais juste illustrer cette problématique au travers d'un État comme Israël. Alors, non pas parce que, pour deux raisons. La première, c'est que c'est un État qui a mis en place, qui a accès à l'eau via des usines de désalinisation. 80% de l'eau potable provient de ce type d'usine. Donc, c'est dans un endroit assez désertique. Mais c'est surtout parce qu'en 2020, elle a connu 3 vagues d'attaques. Donc, ça a commencé en mars, où un cyberattaquant a pris le contrôle du système industriel des installations hydrauliques. Le but était d'augmenter le niveau de chlore dans l'eau. Donc, ça aurait pu conduire à priver des habitants d'eau potable pendant une période de forte chaleur. Heureusement, elle a pu être déjouée à temps, mais ça montre l'importance de cette attaque. Puis 2 mois après, donc en mai 2020, ce sont des pompes agricoles qui ont été ciblées. Et puis enfin, en décembre, c'est un réservoir d'eau où les attaquants ont réussi à s'introduire au travers d'une interface homme-machine mal sécurisée. Donc ça, pour illustrer ces 3 attaques en une seule année sur un seul État, ça montre le moyen de pression que représente l'eau au niveau géopolitique, puisque sur la première attaque, l'État israélien a indiqué que l'attaque pouvait potentiellement provenir de l'Iran. Donc on voit l'enjeu que représente ce monde de l'eau au niveau géopolitique, et le fait que la cybersécurité est un vecteur d'attaque. Donc aujourd'hui, c'est un réflexe qui est en cours d'acquisition. En fait, comme on a 2 grands types d'acteurs, j'en ai parlé tout à l'heure, entre les collectivités locales et les sociétés délégataires, ils n'ont pas le même niveau de sensibilisation à la cyber. Donc, c'est difficile de dresser un portrait homogène. Mais néanmoins, les sociétés privées ont vraiment pris la chose à bras le corps, avec une approche security by design, et notamment sur tous les projets de convergence IT-OT, elles mettent en place cette approche. D'autre part, on peut noter aussi le travail des réseaux de veille, comme le Water ISAC aux États-Unis, ou plus proche de nous en France avec l'ASTI, l'Association scientifique et technique pour l'eau et l'environnement, qui a initié un groupe de travail cybersécurité en 2020. Donc, ces 2 démarches, à la fois les grandes sociétés privées délégataires qui prennent à bras le corps cette problématique, et les associations, contribuent à l'amélioration de la cyber-résilience des infrastructures. Et c'est plutôt une bonne chose.
Et donc, ça nous amène tout naturellement à voir les 6 points clés de sécurisation, hein, donc on va les voir en détail. Et notamment, ces 6 points clés, ils ont été, donc on peut les retrouver dans notre, alors peut-être pas aussi détaillé que ça, enfin, peut-être pas aussi ciblé que ça, mais c'est des informations qu'on a retrouvées notamment d'une personne qui a contribué à l'élaboration de ce livre blanc, qui est David Georgis, hein, qui est responsable sécurité IT/OT en région France et responsable de l'informatique industrielle donc chez Suez France, donc une société privée délégataire, donc, qui nous apporte toute son expertise en la matière. Et donc, ces 6 points clés proviennent à la fois de notre expertise, mais également de son analyse des menaces cyber sur le monde de l'industrie. Donc, le premier point clé à mettre en place, c'est une cybergouvernance. Le principe, c'est de mettre les bases pour améliorer la cyber-résilience d'une infrastructure. Le principe, c'est de mettre en place une gestion de risque. Une gestion de risque, c'est de manière très simple. Le principe, c'est de mettre en place d'abord une gestion des assets. Le principe, c'est de connaître ces équipements pour savoir ceux qui présentent des risques vis-à-vis du bon fonctionnement. Et une fois qu'on a mis en place, qu'on a identifié ces assets, on va pouvoir mettre en place des risques pour identifier et contrôler, du moins gérer les risques que pourra avoir une cyberattaque sur les processus essentiels au bon fonctionnement. Ici, le principe, ce n'est pas de mettre en place une gestion de risque à 100%. On part bien du principe que la question n'est pas de savoir si on va se faire attaquer ou pas, mais bien quand est-ce qu'on va se faire attaquer. Et la mise en place d'une cybergouvernance, elle vise d'une part à élever le niveau de sécurité, mais surtout à réagir en cas de cyberattaque. Et cette augmentation du niveau de sécurité, elle passe par un processus donc de cybergouvernance qui vise à améliorer le niveau de sécurité. Donc, on va dans un premier temps, donc une fois qu'on a identifié les risques, donc les assets et les risques, on va pouvoir planifier des actions. Le principe, c'est de commencer tout petit, de se dire, je vais commencer par un petit périmètre, celui qui est le plus sensible. Donc, je planifie mes actions, je les implémente. Et puis, une fois que j'ai fait ça, je mesure les résultats, savoir est-ce que j'ai eu notamment, ça va passer par des contrôles de flux. Est-ce que j'ai des flux qui sont bien conformes à ma politique de sécurité? Est-ce que je n'ai pas des écarts? Une fois qu'on a contrôlé ces résultats, on va pouvoir reprendre des actions pour les implémenter et les recontrôler pour rentrer dans un cercle vertueux d'amélioration de la cybersécurité. Ce qui est important ici de noter, notamment dans ces projets de convergence IT/OT, c'est qu'on a, j'aurais presque tendance à dire, deux mondes, hein, deux types, deux équipes avec une approche complètement particulière et différente. D'une part, on a les équipes IT, donc l'informatique traditionnelle, qui sont plus sensibles à la cyber, et donc notamment à tout ce qui est vulnérabilité, gestion des risques et mise en place de maintien en conditions de sécurité. Et d'un autre côté, on a les équipes opérationnelles qui étaient, historiquement, les systèmes n'étaient pas connectés, donc ils avaient peu de sensibilité à la cyber. Par contre, ils ont une grande sensibilité à la sûreté et à la disponibilité du système opérationnel. Et donc, le principe, c'est d'avoir une approche pragmatique et collaborative entre ces deux mondes pour que la cybersécurité soit échangée, que chacun échange son point de vue de manière, notamment dans les projets de convergence, pour que chacun puisse prendre en compte le point de vue de l'autre et amener un projet de cybersécurité efficace et qui fonctionne dans le cadre de ces projets de cybergouvernance. Donc, une fois qu'on a mis en place ce premier point, cette cyber-résilience de l'infrastructure, on va pouvoir commencer à mettre en place je dirais les solutions pour protéger ou pour élever le niveau de sécurité de notre infrastructure. Et la première chose à mettre en place, c'est au niveau du contrôle des postes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces postes sont vieillissants. Hein, les systèmes opérationnels, on a parlé de rentabilité tout à l'heure, et donc d'automates d'ancienne génération. Pour faire fonctionner des automates d'ancienne génération, il faut des postes de contrôle qui sont compatibles, donc souvent avec d'anciens systèmes d'exploitation.
Donc, ce n'est pas toujours facile de mettre à jour les systèmes d'exploitation, alors qu'on sait très bien que la mise à jour, c'est je dirais, un des b.a.-ba en matière de cybersécurité, ne serait-ce que pour corriger les vulnérabilités qui sont présentes. Et donc, je dirais fermer la porte pour les cyberattaquants qui exploitent ce type de vulnérabilité. Et donc, là, je rappellerai ici le chiffre de 3 vulnérabilités sur 5 qui peuvent mener à l'indisponibilité totale d'un système d'exploitation. Donc, le principe ici, c'est de renforcer le système d'exploitation en mettant en place, de renforcer le système de protection du poste en mettant en place des solutions de sécurité qui répondent notamment aux attaques les plus sophistiquées qui visent à souvent les antivirus, c'est monnaie courante maintenant, elles sont déployées sur la plupart des postes de contrôle, encore que des fois, ce n'est pas toujours facile. Donc, l'idée ici, c'est de mettre en place un système qui vise à renforcer le poste contre les attaques, qui visent notamment les antivirus pour contourner ces protections. Donc là, il existe des solutions pour ça. Une fois qu'on a fait ça, on peut également mettre en place d'autres contrôles, notamment au niveau des périphériques, comme les clés USB. Ce qu'il faut savoir, c'est que les clés USB sont un véhicule d'attaque encore, alors il est connu, hein, par contre, il est encore redoutablement efficace, notamment avec les réseaux sociaux. On cible une personne, on va laisser une clé USB à côté de sa voiture, et puis la clé USB, elle va rentrer dans l'usine, et puis elle va être connectée au poste de contrôle. Et c'est le point de départ d'une cyberattaque. Et puis le troisième point, au niveau du contrôle des postes, c'est penser à sensibiliser vos exploitants à l'utilisation déjà de mots de passe, parce que souvent on trouve encore des stations de contrôle, des stations d'exploitation qui sont pas verrouillées. Donc le principe, c'est de passer par une bonne hygiène numérique en verrouillant ces postes et surtout en utilisant des mots de passe forts. Là encore, à l'usurpation d'identité, donc la capacité d'un attaquant à découvrir le mot de passe d'un exploitant, là aussi, elle fait ses preuves. Donc, le fait d'utiliser des mots de passe forts permet de contrer ce vecteur d'attaque sur l'usurpation d'identité des identifiants utilisés par les exploitants pour se connecter sur l'infrastructure. Donc, voilà ce qu'on peut dire au niveau de ce point clé sur le contrôle des postes, tant en sensibilisation, donc là c'est de l'organisation pure, que par le déploiement de solutions, soit pour renforcer le niveau de sécurité, soit pour contrôler l'usage des clés USB. L'idée, ce n'est pas forcément de les empêcher, mais il existe des solutions qui permettent de contrôler et d'autoriser des clés USB, je dirais, identifiées comme étant saines. Au niveau du troisième point clé pour sécuriser les infrastructures, ici, on va se positionner au niveau du réseau, hein, où le principe, c'est d'assurer une cyber-résilience du réseau, où on rappelle ici qu'un problème de cybersécurité peut vite engendrer un problème de sûreté dans le monde de l'eau. Dans le white paper, dans notre livre blanc, on mentionne des habitants de Chatsworth, hein, il y en avait peu, c'était 400 habitants. Par contre, ils ont été privés d'eau pendant plusieurs jours en 2013, donc ça montre l'importance de mettre en place une cybersécurité, une cyber-résilience d'une infrastructure. Et ici, le principe, c'est de baser sur la gestion des risques, donc d'identifier les assets sensibles de manière à les isoler les uns par rapport aux autres et surtout les isoler par rapport au noyau de l'infrastructure, donc par rapport à l'IT. Déjà, ça, c'est un premier niveau, je dirais, obligatoire, donc de vraiment séparer l'IT de l'OT parce que les cyberattaques viennent du monde de l'informatique, hein, ça vient souvent par un mail spécifique, hein, soit un phishing, soit un spear phishing, donc qui arrive sur le réseau informatique traditionnel. Et puis, il arrive à passer les barrières IT-OT par manque de segmentation. Donc, le principe ici, c'est de mettre en place des systèmes qui vont isoler les réseaux les uns par rapport aux autres, donc isoler l'IT de l'OT, mais également dans l'OT, donc dans le réseau opérationnel, être capable de séparer votre infrastructure de contrôle et supervision à votre infrastructure SCADA de toutes les autres infrastructures, notamment au niveau des prélèvements qui peuvent avoir vraiment une sensibilité spécifique. Si on coupe les pompes, les stations de pompage, on ne va plus être capable de distribuer de l'eau. Si on est capable de venir prendre en main une usine de potabilisation, l'attaquant peut venir modifier les taux de concentration. Donc voilà,
des points sensibles de l'infrastructure qu'il faut déjà isoler, ne serait-ce que pour… le principe, c'est d'empêcher la propagation d'une cyberattaque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un cyberattaquant, notamment sur les attaques sophistiquées, une fois qu'il a qu'il a pénétré dans le système d'information, il va chercher à se propager au sein de ce système d'information pour accéder à sa cible, donc soit l'usine de potabilisation, soit l'usine de prélèvement, soit l'usine de dépollution, enfin de gestion des eaux usées, pour avoir une incidence soit sur la population, soit sur l'environnement. Donc en isolant en mettant en place des systèmes pour segmenter le réseau, on va sa tâche de pénétrer dans le système d'information va être beaucoup plus compliquée. Et puis surtout, le fait de segmenter, on va pouvoir mettre en place du contrôle de flux. Ça permet de limiter la propagation d'une attaque. Quand l'attaquant va déployer son malware, il ne va pas être capable de passer certaines barrières. Et donc, c'est important de mettre en place ce type de protection. Le quatrième point clé, c'est de mettre en place des contrôles des accès distants. Souvent, on autorise, on est obligé de passer par des exploitants extérieurs, par des téléopérateurs. Ici, je renverrai à une donnée, là encore, du livre blanc sur donc Maroshi en Australie, où il a fallu juste 47 essais. Donc, au bout du 47e essai, un prestataire technique a pu prendre contrôle à distance d'un système d'information. Donc, le principe, c'est de mettre en place déjà le contrôle des utilisateurs. Là, ici, c'était un ancien prestataire technique. Le fait de mettre en place du contrôle d'utilisateurs en authentifiant les téléopérateurs pour contrôler les opérations, les autorisations d'accès, pardon. Un ancien prestataire aurait pu être bloqué. Une fois qu'on a authentifié les utilisateurs, on va être capable de les identifier et donc de mettre en place ce qu'on appelle du contrôle de flux et donc de gérer qui a accès à quoi au sein de l'infrastructure et donc de gérer les contrôles de flux de télégestion, de télémétrie et de télémaintenance. Tout le monde ne peut pas faire n'importe quoi au sein du système opérationnel. Donc, c'est bien ce que permet de faire ces contrôles de flux. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on va être capable de mettre en place, il faut également mettre en place la protection des communications. Les téléopérateurs, l'important, c'est qu'ils aient accès au travers ce qu'on appelle des tunnels VPN pour sécuriser les accès. Donc, ça permet de mettre en place notamment de l'authentification, idéalement avec du double facteur. Donc, la mise en place de sécurité va permettre de gérer la confidentialité, mais surtout l'intégrité des données qui sont échangées entre les accès distants et le système opérationnel. Au niveau du cinquième point clé, ici, on cherche à faire face à la problématique des réseaux distribués, où sur une infrastructure dans le monde de l'eau, on va se retrouver avec des stations de pompage, des châteaux d'eau, des stations d'épuration, des usines de potabilisation. Donc, énormément d'équipements qui sont éclatés, donc un réseau distribué. Donc, le principe ici, c'est de mettre en place une administration centralisée pour assurer la visibilité. Rappelez-vous la cartographie, la nécessité de connaître son système d'information pour bien identifier les risques. Donc, le principe, c'est de gérer cette visibilité d'un point central. Et ce point central va permettre également de mettre en place une politique de sécurité unique. Et donc, ça va permettre de gérer la convergence IT-OT. Ce n'est pas toujours facile. Ça dépend des infrastructures, ça dépend des pilotages, de comment est mis en place le pilotage des politiques de sécurité. Mais au moins, dans votre système opérationnel, prendre en compte au moins les systèmes qui sont connectés, donc les points d'accès depuis l'IT, ces points d'accès à votre infrastructure opérationnelle, ils doivent être intégrés à votre politique de sécurité de manière à pouvoir les gérer et d'être capable de contrôler les flux qui traversent dessus. Une administration centralisée va nous permettre également de maîtriser notamment tous les dispositifs, les objets connectés qu'on va pouvoir retrouver pour faire des télémesures, pour piloter à distance des vannes. Donc, ils se démultiplient de plus en plus. L'idée ici, c'est de les maîtriser, notamment au niveau de la segmentation, on va être capable de les identifier pour contrôler les flux qui sont soit en provenance, soit à destination de ces objets connectés.
Et puis enfin, depuis une administration centralisée, on va être capable de mettre en place des communications sécurisées pour mettre en place des tunnels VPN entre tous ces équipements du réseau distribué, mais également contrôler les tunnels VPN depuis les accès distants. Et puis, comme sixième point clé, le principe, c'est d'élever votre niveau de protection. Donc, on a parlé de segmentation, on a parlé de filtrage, de contrôle de flux. On va être capable de définir qui fait quoi. Alors, qui fait quoi? Le qui, ça peut être une machine, mais ça peut être aussi un utilisateur. Ça peut être aussi un utilisateur sur une machine. Donc, on va être capable de contrôler qui fait quoi dans votre infrastructure. Une fois qu'on a mis en place ce type d'équipement, on va voir passer pas mal de flux réseau. Donc, on va être capable de cartographier et donc d'identifier les actifs et les messages échangés entre ces différents actifs. Et donc, de se dire, tiens, c'est bizarre, cette machine de contrôle, elle n'a aucune raison de se connecter à cet automate-là. Normalement, c'est plutôt la gestion est plutôt dévolue à cette machine-là ou à cet utilisateur-là. Donc ça, c'est des choses qu'on va être capable de faire à partir de la segmentation et du contrôle de flux. Une fois qu'on a mis en place ces équipements, on va être capable de rajouter des contrôles et de mettre en place ce qu'on appelle de la prévention d'intrusion pour venir faire de la contrôle de conformité des codes de fonction. Donc, une fois qu'on est déployé sur le système, enfin sur le réseau, et qu'on voit passer les messages, donc les messages opérationnels, on va être capable de les lire et donc de vérifier leur conformité et de vérifier qu'une commande qui est passée à un automate, elle est bien conforme aux directives ou au processus opérationnel en cours, et donc contrôler les commandes et les procédés de fabrication pour s'assurer que, par exemple, on n'ait pas une commande à destination d'une vanne, notamment sur une station d'épuration, qui demande à la vanne de s'ouvrir complètement, alors qu'on souhaiterait plutôt gérer plus finement l'évacuation des eaux usées. Le principe, c'est par exemple d'éviter qu'un bassin de rétention ne se remplisse trop vite et ne déverse des eaux usées dans l'environnement. Donc voilà, en contrôlant les messages, on va être capable de contrôler ces procédés de fabrication. Donc voilà ce qu'on peut dire au niveau de ces 6 points clés pour sécuriser, ou du moins pour élever le niveau d'une infrastructure dans le monde dans l'industrie de l'eau. Je vous invite maintenant à rapidement voir ce que StormShield peut vous apporter en la matière. Donc StormShield, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes un éditeur de solutions de cybersécurité. Nous sommes un pure player français. Donc notre équipe de R&D, nos équipes de R&D sont déployées en France, ainsi que notre support. Nous avons plusieurs types de solutions de sécurité, notamment des firewalls, et nous sommes le premier éditeur européen en la matière. Donc sinon, StormShield dans le monde, nous sommes présents dans plus de 40 pays au travers d'un réseau de partenaires. Nos partenaires nous permettent d'assurer la relation entre vous et nous. On considère qu'ils sont au quotidien dans vos infrastructures à vous accompagner dans votre démarche, soit pour superviser votre parc, soit pour vous apporter de la supervision en matière de cybersécurité. Donc, ils vous connaissent très bien, ils connaissent nos produits, donc on s'appuie sur eux pour vous amener de la proximité et donc faire le lien entre nos solutions et vos infrastructures. StormShield, c'est plus de 300 collaborateurs. J'en ai parlé avec essentiellement des équipes de R&D basées en France. Et puis, c'est plus de 15 000 clients dans le monde. StormShield, c'est une offre complète de solutions de sécurité. Je reviendrai en détail sur nos solutions pour la protection des réseaux, la protection des postes de travail et une offre dédiée à l'industrie et au monde opérationnel. Nous avons également une offre de sécurisation des données qui s'appelle StormShield Data Security, qui vise à apporter un chiffrement de bout en bout. Donc, on parle de protection des données non structurées, où les fichiers vont embarquer leur propre protection pour assurer donc justement un chiffrement de bout en bout, multi-device et multi-applications pour garantir la confidentialité des données les confidentielles ou les données les plus sensibles. Donc, pour revenir plus en détail sur nos autres solutions,
Je commencerai par StampShield Network Security, avec donc c'est une solution de protection des réseaux, avec donc en illustrant sur ces 5 points clés. Donc c'est une solution qui va se retrouver à la fois sur des équipements physiques de type IT traditionnel, qu'on va retrouver dans des baies informatiques. Nous avons également des équipements spécialisés pour le monde industriel qui vont répondre à des contraintes très spécifiques. Des solutions qu'on va retrouver également pour les environnements virtuels. Et donc, toutes ces solutions, elles partagent le même socle commun, le même firmware qui vous apporte ces 5 points clés, je dirais. Donc, tout d'abord, un moteur donc ce sont une solution multifonction. Donc, au-delà du pare-feu qui va vous permettre de segmenter et de contrôler les flux et de mettre en place des VPN, vous allez être capable aussi de mettre en place de l'IPS, donc de la prévention d'intrusion, avec une caractéristique particulière où on est capable de faire de la prévention d'intrusion contextuelle. On est les seuls à apporter le niveau d'expertise au niveau des protocoles industriels pour justement aller contrôler les commandes qui sont transmises aux automates pour s'assurer qu'elles ne dépassent pas certaines valeurs qui sont non conformes au procédé de fabrication. Au niveau de ces fonctions, de ces multifonctions, on va retrouver également la gestion des vulnérabilités. On va être capable de détecter au travers du flux qui passe, de détecter les applications et de les associer avec des vulnérabilités. Donc, on répond complètement à la problématique de maîtriser votre infrastructure, gérer les risques en cartographiant les vulnérabilités. Alors, ici, c'est une solution, on est les seuls à la proposer. C'est vraiment une approche pour le futur parce que c'est une solution qu'on a développée pour le monde de l'informatique traditionnelle et on est en train de progressivement faire monter en compétences, améliorer pour cibler justement les milieux industriels et opérationnels. Ensuite, on va retrouver une interface intuitive qui va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble synthétique de la politique de sécurité. Et je terminerai par les 2 gros points forts. Le premier, c'est l'intégration simplifiée. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on déploie des équipements de sécurité de sécurité réseau, pour contrôler les flux, on est parfois amené à modifier l'infrastructure du réseau, modifier le plan d'adressage de manière à ce que les flux réseau sortent par justement cet équipement de protection. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec nos équipements, on n'est pas obligé de modifier l'infrastructure réseau. On va juste déployer le système, l'équipement au sein du système opérationnel. On va bien sûr avoir à faire du câblage réseau. Par contre, on va être capable d'identifier ce qu'on appelle les interfaces physiques pour amener du contrôle de flux sur les interfaces physiques sans être amené à modifier le plan d'adressage. Donc ça, c'est très, très important sur des infrastructures existantes où les périodes de maintenance sont très réduites. Donc, ça facilite le déploiement. Et puis enfin, le dernier point, c'est que nos solutions sont qualifiées par l'ANSSI et donc vous apportent toute la confiance de l'État français et donc notamment au niveau de l'ANSSI. L'ANSSI recommande le déploiement d'équipements qualifiés dans les infrastructures, les OIV. Donc on répond complètement à cette problématique au travers de nos solutions de confiance. Et je terminerai avec StampShield Endpoint Security, qui est notre solution de protection renforcée des postes de travail. Le principe ici, c'est de renforcer le contrôle de poste pour cibler les attaques sophistiquées qui visent à contourner les solutions de protection traditionnelles comme les antivirus. On se base ici sur de l'analyse comportementale où on va bloquer les techniques d'attaque qui sont utilisées par les attaquants qui exploitent les vulnérabilités. Donc, on va bloquer en temps réel ce type d'attaque pour amener de la protection comportementale proactive. Ensuite, on va amener, on couple cette sécurité renforcée avec une solution de detection où une fois que l'attaque est bloquée, on va être capable de remonter les alertes et les graphes d'attaque avec des informations détaillées pour analyser a posteriori l'attaque de manière à identifier le point d'entrée pour être capable de le sécuriser et de comprendre donc, par où est passée l'attaque pour élever le niveau de sécurité de l'infrastructure. Et puis enfin, je terminerai avec
la solution durcie. Donc, Storm Shield Endpoint Security, l'année dernière, on a sorti une nouvelle version, Storm Shield Endpoint Security Evolution, qui est le fruit de plusieurs années de développement en collaboration avec la DGA, qui nous a amené toute son expertise en matière de durcissement d'applications. Donc, c'était développé sur les règles de programmation défensive. Le principe ici, c'est de répondre à une problématique où on se rend compte de plus en plus que les solutions de cybersécurité sont ciblées par les attaquants. Donc, l'attaquant, plutôt que de cibler un peu à l'aveugle un système d'information, il va d'abord cibler le système de protection, notamment un antivirus, tout simplement parce que une fois qu'il va exploiter des vulnérabilités sur ces solutions-là, il va être capable de soit de les arrêter, donc une fois qu'elle est arrêtée, il peut plus facilement passer au travers, hein, il n'y a plus de barrière, ou si sur des EDR, il va être capable de passer complètement inaperçu, et donc toutes les actions qu'il va faire pour pénétrer dans le système d'information vont être indétectables, parce que le système est éteint, et donc il va pouvoir faire, je dirais, un petit peu ce qu'il veut. Donc là, le principe, c'est de répondre à cette problématique des solutions qui sont ciblées pour amener une protection supplémentaire, et donc ça amène des fonctionnalités, ce qu'on appelle d'autoprotection. Et donc ces fonctions d'autoprotection, elles renforcent la cyber-résilience de l'infrastructure. Voilà, j'ai terminé avec ce webinaire. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite maintenant à utiliser la zone de chat pour poser vos questions. Donc, je vais prendre connaissance. Donc, il y a pas mal de questions qui ont été apportées par Victor qui m'accompagne, hein, qui vous a aidé notamment au niveau des aspects techniques. Ensuite, j'ai une question. On parle de mot de passe fort, mais dans la réalité du terrain, ce n'est pas forcément possible. Effectivement, on peut passer par des tokens physiques. Le principe, c'est pas forcément un mot de passe fort, c'est pas forcément une suite de caractères inintelligibles. Ça peut passer par des passe-phrases, donc des phrases de la vie de tous les jours qu'on se rappelle relativement facilement. Alors par contre, il faut bien veiller à ce que ces mots de passe soient choisis sur des activités qu'on ne relate pas sur les réseaux sociaux, parce que c'est souvent comme ça que le cyberattaquant va venir tenter de découvrir un mot de passe. Souvent, les mots de passe, ils sont issus soit de le nom du chien, associé à la date de naissance, soit la vôtre, soit celle de votre conjoint, soit celle de vos enfants. Donc ça, c'est les mots de passe les plus courants. Alors, ça peut être le nom du chien, ça peut être le nom de votre ville. Ça, c'est pas forcément des… Alors, même si on met des caractères spéciaux, comme avec des chiffres et des caractères spéciaux, ça répond pas forcément bien. Mais l'idée, c'est bien de passer sur… voilà, je suis fan de… alors, pas de votre club de foot préféré ou votre club de rugby préféré, parce que là encore, vous pouvez l'indiquer sur vos réseaux sociaux, mais ça peut être votre plat favori, ça peut être le plat favori de votre épouse. Donc voilà, des passe-phrases qui sont longues, parce que plus le mot de passe est long, c'est la longueur du mot de passe qui fait sa force, et pas forcément sa complexité en termes d'inintelligibilité, en termes de lettres. Donc, voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Ensuite, j'avais une question au niveau des produits de sécurité industriels. Quelles sont leurs caractéristiques? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun des produits. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 3 produits qui ciblent ce qu'on appelle les environnements contraints. Le principe, c'est qu'ils répondent à des contraintes spécifiques en termes d'environnement, donc en termes d'humidité, en termes de plage de température de fonctionnement, en termes de poussière. Donc, ça leur permet d'être déployés dans des environnements très spécifiques, donc soit avec de l'humidité, notamment dans le monde de l'eau, soit avec des contraintes en termes de température ou de poussière pour le monde industriel. Donc, vous pouvez retrouver toutes les caractéristiques de nos produits, donc le SNI 20, le SNI 40 et le SNI XR 1200,
Les datasheets sont disponibles en libre accès sur notre site web. Donc, vous pourrez consulter ces informations techniques par ce biais-là. Ensuite, j'avais une question spécifique au niveau des protocoles. Est-ce que nous avons mis en place des protocoles dédiés à l'industrie de l'eau? Alors pour ça, nous allons sortir une version, donc la 4.3, qui va sortir dans quelques semaines, qui intègre des contrôles protocolaires spécifiques au monde de l'eau, donc des contrôles protocolaires qui sont Softbus et LACBus, donc qui sont des protocoles utilisés dans l'industrie de l'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'approche qu'on a au niveau de notre analyse contextuelle, c'est d'amener vraiment une expertise et un contrôle très fin des protocoles qui sont échangés, notamment au niveau de l'analyse et de sa mesure en conformité vis-à-vis des standards. Donc on sort ce qu'on appelle des plugins. Et donc, avec la 4.3, on va sortir ces deux plugins sur Softbus et LACBus qui répondent complètement au monde de l'industrie de l'eau. Voilà ce qu'on peut dire au niveau de ces protocoles. Et ensuite, j'ai une dernière question. Au niveau des contrôles d'accès, c'est pas toujours facile de mettre en place des contrôles d'accès sur des postes qu'on ne maîtrise pas. Donc, notamment sur des prestataires externes. Comment est-ce qu'on peut mettre en place donc, du VPN, donc de la sécurisation des communications? Donc, avec nos équipements StormShield, alors on met ce qu'on appelle on a la possibilité de mettre en place un portail d'accès. Donc la personne va se connecter sur le firewall et va pouvoir récupérer un logiciel qui s'appelle un VPN SSL qui va lui permettre de monter un tunnel pour se connecter en toute sécurité sur l'équipement de protection, donc l'équipement de protection StormShield, et qui va lui permettre d'accéder au système opérationnel en toute sécurité. Donc bien sûr, l'installation du VPN SSL nécessite des droits spécifiques. Par contre, elle peut être mise à disposition au travail du portail d'accès. Voilà. Et ensuite, j'avais donc une dernière mention effectivement sur d'autres protocoles qui peuvent être utilisés dans les infrastructures, donc qui sont Modbus, TCP/IP et Ethernet/IP. Effectivement, ce sont des protocoles qui sont… je ne les ai pas mentionnés tout à l'heure, mais effectivement, on a d'autres protocoles qui sont disponibles dans nos solutions. Je mentionnais juste celle qui allait vraiment cibler, donc avec Softbus et LACBus qui ciblaient l'industrie de l'eau, mais nous avons d'autres protocoles tels que Modbus, Ethernet/IP et un bon nombre de protocoles qui sont disponibles dans nos infrastructures, dans nos solutions. Là encore, vous pouvez retrouver la liste des protocoles supportés dans les datasheets qui sont disponibles sur notre site web. Voilà, je n'ai pas d'autres questions. Je vous remercie de votre attention. Cet enregistrement a été, ce webinaire a été enregistré, donc nous allons mettre à disposition la vidéo sur Internet. Donc, on vous transmettra le lien au travers d'un email et vous pourrez le transmettre aux personnes qui n'ont pas pu se connecter si vous les connaissez. Voilà. Je vous remercie de votre attention et à bientôt. Merci. Au revoir.